Merci Marc Fosseux d'ouvrir le feu avec cette première conférence en ligne de la Fondation, début qui à mon avis se poursuivra par beaucoup d'autres, pour venir parler de votre livre qui s'appelle « Deux autres gens du Nord » et qui est sous-titré De Gaulle et les Hauts-de-France. Mais il ne faut pas s'arrêter au titre, car vous avez fait des incursions non seulement dans d'autres régions, par exemple le Grand Est, où est situé Colombey, qui est un haut lieu gaulien important. Et j'ajoute que ce livre, avant de parler du fond, est un très bel objet. C'est une très belle réussite d'édition. Je tiens à le dire parce que c'est assez rare dans ce type de livre. Il y a autant à voir qu'à lire. Votre texte est extrêmement nourri et il y a de très belles photos. Vous n'y êtes pas pour rien, mais, et bien sûr, mais je tiens à le dire parce que l'éditeur a fait un très très beau travail. Alors, faut-il vous présenter Marc Fosseux? Vous êtes président des Amis de la Fondation, vous êtes administrateur de la Fondation et vous avez été son secrétaire général pendant presque 10 ans. Et j'ajoute que vous venez de réaliser, en collaboration avec l'INA, un documentaire en 10 parties, une web-série, tant pis pour le franglais, une web-série en 10 épisodes de 4 minutes chacun, qui s'appelle De Gaulle, homme du Nord, et que je vous engage à regarder, qui a commencé sa diffusion sur le site de la France, et je crois qu'on peut également le voir sur le site de l'INA. Alors, s'agissant de notre sujet, le général et sa région natale, je suis tenté de dire que vous savez doublement de quoi vous parlez. D'abord parce que vous êtes à Saint-Omer, c'est-à-dire que vous êtes quasiment un pays du général, et puis vous vous êtes occupé au sein de la Fondation de la maison natale du général, vous vous êtes occupé également du mémorial de Colombey, de la maison de Colombey et également de l'historial Charles de Gaulle au musée de l'armée. C'est-à-dire que vous connaissez les lieux gauliens parfaitement bien. Et pourtant, quand on lit votre livre, on est à milieu de ce que pourrait être un ouvrage érudit, car il est extrêmement érudit. Moi, j'ai appris infiniment de choses que j'ignorais. Et en même temps, il se lit comme un roman. Et ce qui est formidable, et je vais arrêter là les compliments pour vous laisser la parole, c'est que vous démarrez sur ce creuset du Nord, qui est le creuset de la famille de Gaulle, creuset où s'est installée cette famille depuis à peu près 2 siècles, en gros. Les origines de la famille de Gaulle, on les connaît, elles sont bien sûr du Nord, mais aussi un peu d'Irlande, un peu d'Allemagne, de la région de Badoise en particulier, et puis parisienne, mais elle a fait souche dans le Nord. Et vous montrez comment ce creuset a déterminé beaucoup de choses de la geste qui sera celle du général de Gaulle par la suite de son parcours historique. Et ça, c'est tout à fait important. Et j'ai envie de commencer cet entretien et cette conférence que vous allez nous faire par une question toute bête, mais finalement, il faut toujours revenir aux sources. En quoi est-ce que cette famille si originale dont vous allez nous parler a été marquante? C'est une famille à la fois très traditionnelle, très dans l'air du temps et en même temps d'une indépendance d'esprit absolue. Et ça a beaucoup marqué De Gaulle pour la suite. Est-ce que vous pourriez commencer par le commencement? Bien sûr. Merci Eric d'abord pour ces propos d'introduction et je remercie aussi la Fondation de m'accueillir en bibliothèque pour cette première édition en ligne. Alors, en parlant d'une famille, en fait, il faudrait parler de 2 familles, parce que il y a 2 familles qui comptent énormément et qui sont toutes les 2 liées, l'une plus que l'autre, au Nord. C'est la famille maternelle du général de Gaulle, de Charles de Gaulle, la famille Maillot, qui effectivement est dans le Nord depuis, en gros, la fin du XVIIe siècle, et la famille de Gaulle, qui elle est plutôt une famille bourguignonne, champenoise, puis parisienne, et qui, à partir du milieu du XIXe siècle, a eu quelques incursions dans le Nord. Mais la famille de Gaulle, au XIXe siècle, quand Charles naît, est une famille plutôt parisienne, alors que la famille Maillot est très clairement une famille du Nord, une famille implantée d'une part à Dunkerque et d'autre part à Lille, puisque le grand-père maternel, Jules-Émile Maillot, de Charles de Gaulle, s'installe à Lille, où il a une petite entreprise de textile. Alors, ce sont des familles qui, sur beaucoup de plans, se ressemblent, puisque ce sont des familles, je dirais, bourgeoises. La famille Maillot est plus à l'aise, une famille plutôt d'industriels que la famille de Gaulle. Ce sont deux familles catholiques, très patriotes,
Mais ce sont aussi des familles avec des personnalités extraordinairement variées et très originales. Le grand-père dont je parlais tout à l'heure, Jules-Émile Maillot, est quand même un homme qui d'abord a grandi sans son père, donc sa mère a élevé seule ses enfants, leur père est mort prématurément, et Jules-Émile Maillot s'est lancé très vite dans les affaires. Il est même allé en Angleterre, ce qui n'était pas très courant au milieu du 19e siècle, pour apprendre son métier dans le domaine du textile, et il était déjà un petit entrepreneur assez ouvert finalement sur l'extérieur, et je crois que c'est important aussi pour comprendre l'ouverture que Charles de Gaulle peut avoir vis-à-vis des affaires économiques, de l'Europe, etc. Et puis, du côté des femmes, il y a aussi des personnalités tout à fait originales. On peut penser en particulier à Joséphine Maillot. Alors, Joséphine Maillot de Gaulle, puisqu'il se trouve qu'il y a deux filles Maillot, si je puis dire, qui vont épouser à quelques décennies de distance un de Gaulle. Joséphine Maillot, qui est donc la grand-mère maternelle de Charles de Gaulle, qui va épouser Julien de Gaulle, qui est un jeune chartiste qui va s'implanter quelques années, sans grand succès d'ailleurs, dans le Nord pour y diriger un établissement d'enseignement. Ça lui laissera le temps de se marier avec une fille du Nord. Et puis Jeanne Maillot, bien sûr, qui est une petite cousine de Joséphine, qui sera la mère de Charles de Gaulle, qui elle aussi va épouser un de Gaulle, Henri de Gaulle, qui va venir de Paris, un petit peu à l'instigation d'ailleurs de sa famille, pour venir épouser une Maillot. Donc il y a deux familles qui à la fois se ressemblent beaucoup sur un certain nombre de points de vue, très originales, très tolérante, très ouverte. La famille Maillot, très catholique et avec une conscience de son rôle social important. La famille de Gaulle avec des personnalités, comme je disais, tout à fait originales. Joséphine Maillot de Gaulle écrit des dizaines de livres. Les références des livres de Joséphine Maillot occupent plusieurs pages aujourd'hui dans les catalogues de la Bibliothèque nationale. Et je crois qu'elle s'intéresse à la pensée sociale et notamment à des gens extrêmement novateurs comme Proudhon. Oui, parce qu'elle est très frappée, comme beaucoup de gens de son milieu, par la grande misère sociale que connaissent ces régions industrielles, la classe ouvrière qui est dans un état de très très grande misère, notamment à Lille et dans les régions industrielles. Et Joséphine de Gaulle est particulièrement marquée par ça. Alors, elle n'en renie pas pour autant, au contraire, sa foi catholique de son milieu social. C'est aussi un milieu très imprégné du catholicisme social, mais elle s'intéresse, c'est vrai, parce que quelque part, elle est un peu révoltée par l'attitude de certains patrons. Elle s'intéresse à des idées qu'on peut dire socialistes, que ce soit Proudhon, que ce soit Jules Vallès. Ça se retrouve dans ses écrits. Et on peut penser que ça a pu avoir une certaine influence sur le jeune Charles de Gaulle qui vit dans ce milieu familial à la fois très intellectuel, mais aussi très conscient du rôle social qu'il a joué vis-à-vis des classes populaires. Et donc, là, on en vient au catholicisme social qui est très important. Vous l'avez cité, il y a dans le terreau intellectuel du général de Gaulle tous les penseurs du catholicisme social. Et c'est aussi une tradition du Nord. Oui, la bourgeoisie catholique du Nord, comme je disais, à partir du milieu du 19e siècle, considère qu'elle a un rôle important à jouer pour, je dirais, lutter contre cette extrême pauvreté. Et elle est soucieuse aussi de ne pas voir apparaître une fêlure, une cassure entre l'Église catholique et ce monde ouvrier. Ces bourgeois catholiques du Nord constatent déjà qu'il y a une grande désaffection dans la classe prolétaire vis-à-vis de la religion. Ça les préoccupe énormément. Et donc, très vite, ils jouent un rôle d'éducation, un rôle social, un rôle aussi, je dirais, politique, pour faire en sorte que la doctrine de l'Église et que le courant catholique au plan politique se préoccupe davantage de ces questions sociales. Et il y a toute une série de personnages très importants dans la famille du général de Gaulle, enfin dans la famille notamment côté Maillot. On peut penser au sénateur Kolb Bernard, mais on peut penser aussi à son oncle de Corbie qui joue un rôle dans la création de la Cato, de la faculté catholique de Lille. Et ces personnages très imprégnés de foi catholique, issus de la bourgeoisie, considèrent aussi qu'il faut faire beaucoup pour améliorer la condition sociale de cette classe ouvrière et prolétaire, en particulier dans le Nord. Et alors, on ne refait pas l'histoire avec Dessy, mais est-ce que vous diriez que si De Gaulle n'était pas né dans le Nord, il aurait été moins sensible à ces questions sociales et notamment à ce qui va devenir la grande affaire de sa vie politique, une des grandes affaires de sa vie politique, est la participation?
Quand on pense à la participation, à cette grande idée que De Gaulle a voulu développer, je crois qu'il y a incontestablement, il y a une filiation entre cette idée de la participation et les idées de la bourgeoisie catholique libérale, certes, mais très imprégnée de questions sociales dans le Nord. Alors, de là à dire que s'il était né ailleurs, il n'aurait pas eu ces préoccupations, je ne sais pas, mais il est évident que son milieu est très imprégné de toutes ces questions. Les semaines sociales, par exemple, créées par Eugène Dutoit, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, sont un creuset aussi. D'ailleurs, le jeune Charles va suivre les travaux des semaines sociales, sont un creuset pour toute cette jeunesse catholique, plutôt au départ un peu monarchiste, il faut bien le dire, et qui va se rallier aussi à la République à peu près en même temps que le ralliement de l'Église catholique. Mais je crois que ces questions sociales vont certainement continuer à rester au cœur des préoccupations, soit de ceux qui vont aller plutôt vers la politique, soit aussi de ceux du milieu industriel dans ces régions qui vont essayer de développer des politiques sociales dans le domaine du logement, des aides familiales, voire ensuite de la participation, puisque c'est une idée qui intéressera pas tous les patrons, mais un certain nombre de patrons aussi, avec le général de Gaulle. Alors il y a un aspect très important qui est lié au Nord et qui est lié à la suite, c'est la conception qu'il a de la défense de la France. Il est évident, alors là, ça ne pas du tout refaire l'histoire avec Dessy, il est clairement établi que s'il n'était pas né dans cette région meurtrie par les invasions, il aurait eu certainement une autre conception des choses. Or, la défense de la France, la défense des frontières, elle est intimement liée à l'endroit où il naît. Vous revenez beaucoup sur cet aspect-là, et notamment tout ce qui concerne son engagement dans la Première Guerre mondiale, et puis ensuite la doctrine qu'il va développer de la défense de la France. Est-ce que vous pensez que ça aussi c'est très important? Oui, alors on le retrouve de toute façon dans les écrits de Charles de Gaulle, notamment les écrits pendant l'entre-deux-guerres. Il y a toute une série de travaux. Je pense à son étude sur les fortifications. Je pense bien sûr à la France et son armée. Je pense aux très nombreuses lettres qu'il échange avec le colonel Nachin, qui est un ami très proche de Charles de Gaulle et qui va d'ailleurs lui permettre d'accéder à la publication de ses ouvrages, puisque Nachin est, entre les deux guerres, outre ses activités professionnelles, est directeur de collection chez Berger-Levrault. Le jeune Charles de Gaulle baigne complètement dans l'histoire. Il a un père tout à fait remarquable, tous ses enfants l'ont dit, Henri de Gaulle, qui est un très grand professeur, un très grand pédagogue, très grand connaisseur de l'histoire de France, mais qui a aussi fait la guerre de 70, alors non pas dans le Nord, mais dans la défense de Paris. Et il a certainement enseigné à ses enfants, on peut imaginer que le jeune Charles était particulièrement réceptif, l'importance de la défense de la frontière du Nord-Est. Lorsqu'ils sont en vacances à Lille, chez la grand-mère, chez bonne maman Maillot, Henri de Gaulle emmène ses enfants, dont Charles, visiter par exemple la citadelle de Lille. Et ils acquièrent très vite une connaissance, les jeunes enfants connaissent très vite le rôle très important que le rôle et que les places fortes du Nord, les places fortes de Vauban, la double ceinture de fer de Vauban, jouent dans la défense de la France, notamment au XVIIe siècle, au XIXe siècle bien sûr. Et puis ensuite, il y a le choc de la guerre de 14. Là, Charles de Gaulle la vit de lui-même en direct et il voit très bien que les événements peuvent basculer du jour au lendemain en fonction de la capacité de l'armée française à défendre ce trou béant, comme il l'a écrit, qui est la frontière du Nord-Est et notamment ces plaines picardes dans lesquelles se ruent les troupes allemandes. Donc ça a certainement joué un rôle et on le voit ensuite à de très nombreuses reprises. Je le disais pendant les guerres de 14, aussi pendant les guerres de 40, le hasard fait qu'il se retrouve de nouveau face à l'ennemi en Picardie, Montcornet, puis ensuite à Abbeville, donc c'est pas complètement un hasard, il y est pour rien, c'est le déroulement de la guerre mais c'est l'affrontement avec l'Allemagne, le voisin allemand, qui fait que assez naturellement les combats se déroulent dans cette région, et Charles de Gaulle à la fois est un praticien de tout ça, mais il théorise aussi beaucoup. C'est un intellectuel, c'est une famille d'intellectuels. Et d'historiens. Et donc, ce qu'il écrit ensuite dans l'entre-deux-guerres, qu'il va mettre par ailleurs ensuite en pratique au moment de la Deuxième Guerre mondiale, enfin de 1940, c'est aussi un système défensif de plus en plus tourné vers l'offensive et vers le rôle de l'arme blindée, mais qui est conçu aussi en fonction de cette extrême faiblesse de la frontière du Nord. Et c'est là, à Arras, qu'il fait la connaissance d'un personnage qui va être très important, qui est le maréchal Pétain.
Voilà, alors Pétain est commandant, étant général à l'époque. Alors colonel, il est d'abord colonel parce qu'en fait Charles de Gaulle donc réussit Saint-Cyr donc au concours de 1909. Il part faire une année avant d'entrer à l'école, avant de faire ses 2 ans à l'école, il doit faire une année de service militaire. C'est le règlement à l'époque du ministère de la Guerre, et il choisit de faire son année comme simple soldat au 33e régiment d'infanterie. Et c'est en revenant après Saint-Cyr en 1912 à Arras, puisqu'il fait le choix à nouveau de l'infanterie et du régiment d'infanterie d'Arras, que, entre-temps, le chef de corps est devenu le colonel Philippe Pétain, qui d'ailleurs va partir au printemps 14 pour prendre un autre commandement, et donc ils vont se côtoyer effectivement pendant 2 années, et ça restera quelque chose, un souvenir évidemment extraordinairement fort. Pétain, déjà impressionné par les qualités de ce jeune officier, et Charles de Gaulle lui aussi très impressionné par un Pétain qui à l'époque est jugé complètement anticonformiste en réalité. Parce qu'il dit que le feu tue. Voilà, il dit que le feu tue, et ça, De Gaulle est évidemment d'accord, mais ça n'est pas ce que pense l'état-major en général. Voilà, on considère des dames. Exactement. Voilà, on considère que Pétain est un petit peu sur une voie de garage. D'ailleurs, il s'apprête à prendre sa retraite comme colonel. Il y a différentes raisons qui sont avancées qui justifient le fait que sa carrière ait été au ralenti, mais il a effectivement eu le courage de dire que le feu tuait, alors que c'est la doctrine de l'état-major français à l'époque est plutôt l'offensive tous azimuts, l'offensive à outrance, mais dans une conception déjà dépassée en réalité de l'offensive. On n'est pas du tout dans l'offensive telle que De Gaulle la concevra en 1940, évidemment. Alors, vous avez un chapitre qui est passionnant sur les grandes personnalités du Nord. Alors, il y a celles qu'on connaît, évidemment. Il y a Maréchal Pétain, il y a des gens moins connus, mais qui sont assez importants d'un point de vue national, comme Maurice Thorez, comme Guy Mollet, avec lequel il a des rapports extrêmement compliqués, très nuancés d'ailleurs. Oui, très nuancés. Et puis des gens, alors, nettement moins connus, mais qui sont très importants, comme ce député qui s'appelait Jules Houck, et qui était un véritable ami du général. Je crois qu'on peut le dire. Alors, Jules Houck est un personnage tout à fait extraordinaire. Donc, il est originaire de Nieppe, près de Lille. Très vite, il a une petite affaire, mais très vite, il devient le maire de sa commune. Et en 1940, il s'engage très rapidement dans la résistance. Il est d'ailleurs interné brièvement par les Allemands. Il arrive à s'en sortir, et il continue à jouer un rôle très important dans la résistance sans jamais se faire pincer, si je puis dire, ni par les Allemands ni par la police de Vichy, et il va jouer un rôle en particulier dans la création du mouvement La Voix du Nord. Et au lendemain de la guerre, Jules Houck devient donc un personnage tout à fait important du fait de son rôle dans la résistance, de son rôle dans la création de ce mouvement qui ensuite donne naissance au journal bien connu, qui existe toujours, et il s'engage surtout très vite, en 1947, auprès de Gaulle pour construire le RPF. Et si le RPF devient rapidement un mouvement si important et si populaire, notamment dans le département du Nord, c'est en partie à Jules Houck qui le doit. Et Houck va d'une fidélité absolument à toute épreuve vis-à-vis de De Gaulle. Il accepte même, d'ailleurs, aux élections législatives de novembre 58, il accepte de ne pas se présenter dans une circonscription d'ailleurs qui vient d'être découpée, puisqu'en 58, on est passé d'un scrutin proportionnel à un scrutin de circonscription, et donc on a découpé des circonscriptions. Et il accepte de ne pas se présenter dans une circonscription pour permettre à Paul Reynaud, qui se retrouve sans circonscription, alors qu'il était depuis 1945 élu, en gros, député de cette région, de se présenter. Moyennant quoi, en 62, quand Paul Reynaud rompt avec De Gaulle sur le référendum, De Gaulle dit à Houck d'aller se présenter contre Paul Reynaud, et il le bat. Alors ça, c'est la fin de la carrière. 2 secondes. C'est un aspect très intéressant, car on dit, avec raison sûrement, que De Gaulle ne s'occupait pas il appelait ça lui-même la ratatouille électorale. Mais quand il y avait un enjeu national, il soutenait ses candidats. Oui, et il s'intéressait à leur sort. Un autre exemple très intéressant, par exemple, c'est que vous parliez de Guy Mollet tout à l'heure, aux élections de 58, donc novembre 58, vous savez que Guy Mollet a joué un rôle très important pour rallier une partie de la SFIO à De Gaulle. Le groupe, d'ailleurs, s'est un peu scindé en 58 dans le soutien ou pas au général De Gaulle, mais Guy Mollet reste secrétaire général de la SFIO et emmène une grande partie des voix en faveur de Gaulle. Et aux législatives de novembre 58, De Gaulle donne pour instruction de ne pas présenter de candidat gaulliste
contre Guy Mollet. Il y a d'ailleurs un dissident gaulliste qui va quand même se présenter, mais il n'est pas soutenu par l'UNR, et ça permettra à Guy Mollet d'être élu député. La SFIO, d'ailleurs, globalement, a plutôt réalisé un bon score aux élections législatives dans le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il y a eu, d'une certaine façon, un accord politique entre les gaullistes et les socialistes, et ça a été très clairement voulu par le général de Gaulle. Alors, en 62, il y a la rupture qu'on connaît sur l'élection du président de la République au suffrage universel, sur toutes les questions européennes au sens large, mais de Gaulle, se rendant dans le Nord, va continuer à recevoir Guy Mollet, à être reçu par Guy Mollet. Leurs rapports seront assez nuancés. Alors, oui et non, parce que 62 constitue incontestablement une cassure. Oui. Et on le voit bien quand on étudie le grand voyage que de Gaulle fait en septembre 59 dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui se déroule dans un climat, je dirais, de grande unité nationale, et Guy Mollet ne le lâche pas d'une semelle à Arras. Ils s'échangent des propos tout à fait flatteurs. De Gaulle rappelant qu'il avait été fier d'avoir Guy Mollet à ses côtés au balcon de l'hôtel de ville à Arras, alors qu'en fait Guy Mollet n'était pas là en 44, il n'était pas encore maire, mais bon. Mais en revanche, le voyage de 66, alors là, il se déroule dans un contexte très différent, parce qu'il y a eu la cassure de 62, il y a eu l'élection présidentielle de 65 qui a quand même marqué un clivage, c'est le début de la bipolarisation de la vie politique, et l'opposition socialiste, y compris Guy Mollet, ont une attitude très dure vis-à-vis de Gaulle, qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui d'ailleurs. Et Guy Mollet était très atlantiste. Voilà, Guy Mollet était très atlantiste, il y a clairement des positions que prend de Gaulle qui ne conviennent plus à Guy Mollet. Et par exemple, Guy Mollet donne l'ordre aux élus du bassin minier de ne pas recevoir le général de Gaulle. C'est inconcevable, dire à des maires de ne pas recevoir le président de la République. D'ailleurs, cette consigne ne sera pas suivie. Mais clairement, on passe là dans un contexte politique qui est beaucoup plus dur. Et encore une fois, je pense qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, alors qu'il y a évidemment une grande unanimité sur la personnalité du général de Gaulle, on a du mal à comprendre que ce climat du deuxième mandat de Gaulle sur un plan politique est plus dur que le premier mandat. Alors, le morceau de bravoure de votre livre, c'est les voyages. Les voyages, aussi bien ceux qu'il fait comme président de la République que ceux qu'il fait, qui sont très nombreux d'ailleurs, à l'époque du RPF dont vous avez parlé. Moi, j'ai une question un peu particulière sur la presse à vous poser. Vous savez que sous la IV République, et à l'époque du RPF en particulier, il était interdit de radio. De Gaulle était interdit sur les ondes, etc. Néanmoins, il y avait, la presse se suivait beaucoup. Et est-ce qu'il y a eu une différence de traitement dans les années 50 et ensuite quand de Gaulle devient président de la République? Est-ce que la presse suit les consignes ou est-ce qu'elle suit le mouvement général qui est très favorable au général dans la population? Je crois que malheureusement, sous la quatrième et dans un contexte d'affrontement politique assez dur, la presse a couvert les voyages du général de Gaulle, enfin la presse écrite en particulier, un peu la radio, mais il faut bien se rendre compte que de Gaulle sillonne tous les départements, d'ailleurs il sillonne tous les départements français, pas que les départements du Nord, et parfois il est un petit peu seul avec ses militants. Il faut s'imaginer le général de Gaulle se retrouvant dans une salle municipale avec quelques dizaines de militants, évidemment pas d'officiels pour l'accueillir. On est quand même dans un contexte assez différent à partir de 58 évidemment, où là c'est le président, le souverain et l'enfant du Nord. Alors il arrivait malgré tout pendant les voyages du RPF à attirer énormément de monde, mais c'était certainement moins relayé. Moi, ce qui me frappe beaucoup avec ces voyages du RPF, je considère que ce sont des voyages finalement très formateurs. Alors, ça peut paraître curieux de parler de ça à propos d'utiliser cette expression à propos du général de Gaulle. Il est déjà pratiquement dans la soixantaine. Il a une expérience évidemment incomparable. Mais je crois que ces voyages qu'il fait dans toute la France, dans tous les départements, au contact des militants, au contact des élus locaux, etc., ça va être extrêmement important pour lui, parce que ça va lui donner une connaissance intime, je dirais, de la France profonde, du personnel politique, qui, quoi qu'on en dise, en tout cas pour les élus locaux, restera assez largement en place aussi pendant les débuts de la Ve République. Et c'est intéressant de voir que, finalement, il est assez à l'aise dans ses voyages ensuite comme président, parce que cette France des élus locaux, cette France des notables, etc., ces rencontres qu'il peut faire sur le bord du chemin avec les gens, c'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté en tant que chef de parti. Vous avez dit qu'il aimait ça. Il aimait le contact avec les élus. Il était finalement peut-être plus démocrate qu'on a voulu le dire, oui, au sens des corps intermédiaires. Il aimait les rencontrer. Oui, mais quand vous regardez ce voyage de 66 dont je parlais tout à l'heure, il passe 4 jours entiers dans la région du Nord, comme on disait à l'époque, on ne disait pas encore le Nord-Pas-de-Calais.
il reste essentiellement basé à Lille, à la préfecture. Il y a quelques sauts de puce, il va à Calais, il va dans le bassin minier, etc. Il y a Dunkerque, mais essentiellement, il reste basé à Lille et il se tape, excusez-moi l'expression, mais il se tape des heures et des heures d'audience, de délégation de socioprofessionnels. Vous imaginez, le général de Gaulle, il a 75 ans, c'est un chef absolument incontesté et il écoute patiemment les doléances des dirigeants, des chambres de commerce, des chambres d'agriculture, des syndicats, de bassins d'emploi de tel ou tel endroit. Je veux dire, on n'imagine plus ça aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, vous imaginez un homme politique aujourd'hui qui accepte de passer une demi-journée. Voilà, c'est une demi-journée. Bon, et donc, c'est vrai qu'il il a eu des propos durs, on le sait, avec ce qu'il appelait les notables ou les notoires, notamment quand ils exprimaient une opposition très forte à ses idées politiques, à la Ve République. Mais il avait conscience aussi, et ce voyage de 66 de ce point de vue-là est très intéressant à étudier, parce qu'il avait conscience aussi que son système politique d'une extraordinaire efficacité, qui est la Ve République, ne peut pas fonctionner durablement s'il ne s'appuie pas aussi sur, je dirais, des relais dans les territoires, comme on dit aujourd'hui. On ne disait pas les territoires à l'époque, dans les départements ou dans les régions qu'on cherchait un petit peu à développer. Il est très intéressant de voir que cette conception qu'il a en 66 et qu'on retrouve finalement dans le référendum de 69, c'est aussi un État qui sait s'appuyer sur des représentants des forces vives de la nation. Et donc, à la fois, il a peut-être parfois un peu d'agacement vis-à-vis de ces corps intermédiaires, comme on dit, mais il a conscience aussi que l'État a besoin de s'appuyer sur eux. Et finalement, il est peut-être moins méfiant vis-à-vis de ces corps intermédiaires que vis-à-vis des politiques professionnelles, si je puis dire. Et c'est ça, d'ailleurs, la réforme de 69, elle exprime quelque part aussi une méfiance vis-à-vis des politiques professionnelles incarnées par le Sénat, les élus locaux, etc. Et il souhaite plutôt aller de l'avant avec des représentants des forces vives. Mais là, je recommande vivement la lecture la recension que vous faites des voyages, c'est formidable. Et vous avez dû beaucoup travailler sur la presse locale. Quels ont été vos matériaux essentiels? J'ai beaucoup travaillé, puisqu'on est ici à la Fondation, je dois le dire, j'ai beaucoup travaillé sur les dossiers de voyage qui sont remarquablement conservés. Je remercie Catherine Trouillet de m'avoir permis d'y accéder. Et c'est une mine, ces dossiers de voyage, parce qu'on trouve à la fois les fiches officielle faite par les services, par le conseiller technique à l'Élysée, par la préfecture, la note DRG qui dit « Ah là là, attention, ça va mal se passer dans telle ou telle ville, etc. » On voit aussi d'ailleurs parfois des versions successives de discours, et on voit, on a la version faite par le conseiller technique, et puis on voit que le général reprend beaucoup ensuite, et qu'il donne une orientation un peu différente. Et puis il y a aussi les coupures de presse, et dans certains dossiers, moi j'ai trouvé ça très émouvant, il y a aussi les discours des maires. C'est probablement l'aide de camp ou le conseiller technique qui était dans la délégation qui, au moment de partir, emmène le discours prononcé par le maire du petit village dans lequel on s'est arrêté. D'ailleurs, l'arrêt parfois était improvisé, n'était pas prévu au programme. Et c'est très touchant parce qu'on a des discours d'une page, de 2 pages, faits sur un cahier d'écolier. Évidemment, c'est écrit à la main. Mais qui expriment l'attachement et l'admiration extraordinairement fort de toute la population au général de Gaulle. Alors, il y a bien sûr le passage du maire qui dit « Oh là là, mon général, vous nous avez fait l'honneur de vous arrêter dans notre village, on est très heureux, mais vous savez, c'est dur d'administrer une commune rurale à notre époque, les jeunes veulent tous partir en ville, etc. On n'a pas les subventions qu'on demande, etc. » Et puis ensuite, il y a l'expression de cette grande admiration pour le chef incontesté. Je veux dire, encore à l'époque, dans les années 60, c'est clair que De Gaulle représente pour la population française. C'est fascinant quand on vous lit, pour tout à fait vous rejoindre. C'est un peu une évidence que je vais dire, mais c'est l'absence totale de démagogie du personnage. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive devant des élus ruraux qui lui parlent de leurs problèmes, eh bien, il parle aussi de leurs problèmes, mais il peut aussi parler de la rupture avec l'OTAN, du dialogue Nord-Sud, des affaires Est-Ouest, des grands problèmes du monde, comme s'il était devant un parterre de journalistes spécialisés. Tout à fait, ça c'est très frappant. On le voit en particulier dans le voyage de 59, qui est un voyage qu'il fait donc du 24 au 27 septembre, c'est-à-dire une dizaine de jours après le discours sur l'autodétermination. Et d'ailleurs, De Gaulle le dit dans ses mémoires, il entreprend ce voyage un peu pour tester la réaction des Français. Et donc, il s'arrête partout et il explique ce qu'il veut faire avec la politique algérienne, pour tester la réaction des gens. Et le voyage de 64 aussi est très intéressant parce que c'est la grande année,
je dirais, on est dans les débuts de la grande politique mondiale au point de vue de la politique étrangère. Et notamment, il y a la politique de coopération qui se développe. Il fait d'ailleurs une conférence de presse à l'Élysée au début de l'année pour exposer ce qu'il veut faire. Et pendant ces 3-4 jours qui passent en Picardie, il s'arrête dans des tas de communes et il se lance dans des discours pour parler de la coopération, ce qui est quand même pas un sujet évident. Si vous vous adressez aux gens, ils sont des milliers amassés sur la place, ils attendent peut-être à ce qu'on leur parle de leurs problèmes de la région, ce que De Gaulle sait faire aussi d'ailleurs, parce qu'il est aussi incollable sur les problèmes de l'agriculture ou de l'industrie ou du logement. Mais il leur parle de la politique de coopération et il dit des choses très fortes d'ailleurs que je reprends à la fin de mon livre, notamment je pense au discours de Saint-Quentin le 12 juin 64, où il dit qu'il faut aider ces pays. Il parle de la guerre au Vietnam, il commence à lancer des avertissements aux Américains depuis Saint-Quentin. Et les gens réagissent très bien parce qu'il y a un rôle aussi de pédagogue. Je crois qu'il n'est pas fils de professeur pour rien. Il a été lui-même professeur à Saint-Cyr à l'école de guerre. Et donc, on voit aussi que De Gaulle conçoit son rôle comme celui d'un pédagogue pour expliquer aux Français ce qu'il faut faire, ce qu'il veut faire de la France et de la politique française. Et c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. En lisant les coupures de presse, les comptes rendus faits par la presse régionale, on voit que les gens sont réceptifs en définitive. Ils comprennent très très bien ce que De Gaulle veut dire. Ils écoutent. Ça ne les empêche pas éventuellement d'exprimer un mécontentement sur un sujet qui va mal dans leur région. Mais les gens, quelque part, écoutent et participent à cette grande aventure nationale que leur propose le général de Gaulle. Il y a dans la web-série dont vous parliez tout à l'heure, le dernier épisode qui sera prochainement diffusé contient un passage, je trouve extrêmement émouvant d'ailleurs, qui est tourné lors de ce voyage de 64. Et De Gaulle dit ceci, il s'arrête dans un petit village, et il parle, je dirais, de façon improvisée sur la place d'un village, et il dit « Si l'œuvre que j'ai non pas accompli, mais l'œuvre que j'ai représentée a contribué à la prospérité et à la paix, j'aurais gagné ma vie. » Et je trouve cette phrase absolument extraordinaire qui, quelque part, témoigne aussi d'une forme d'humilité chez Charles de Gaulle. Et il dit, voilà, moi j'ai apporté ma contribution aussi à la prospérité et à la paix en France et dans le monde. Si vous deviez retenir une caractéristique du lien entre De Gaulle et sa région, laquelle serait-elle ? Moi, je crois que c'est le lien populaire très fort qui se manifeste. Charles de Gaulle, donc, il est d'un milieu plutôt bourgeois, mais il a très tôt conscience de ce qu'est le mode de vie des classes populaires. Il le voit en tant qu'enfant parce qu'il sort de chez sa grand-mère et la rue Princesse à Lille, à l'époque, est un quartier finalement assez mélangé. Il le voit comme jeune soldat, comme jeune officier, parce qu'il se retrouve à encadrer des jeunes qui sont des jeunes cultivateurs, des jeunes ouvriers, etc. Et il va quand même rester dans ce régiment pendant de longues années, jusqu'à sa captivité en 1916. Il le voit aussi au moment de la Résistance, parce que même si le Nord n'occupe pas la place centrale entre 40 et 44 pour De Gaulle, il sait ce qui s'y passe. Plusieurs membres de sa famille sont engagés dans la Résistance et il sait que les classes populaires dans le Nord sont massivement anti-vichistes et sont en faveur de la résistance. Et il le voit aussi dans son expérience politique avec le RPF. Là aussi, peut-être que le livre ne rend pas suffisamment compte de cela, mais on a des images d'archives aujourd'hui qui sont assez touchantes parce qu'on voit De Gaulle qui parle à bâton rompu dans ces innombrables bains de foule avec des gens très très simples et il leur parle de façon simple. On voit que les gens se comprennent. Finalement, il est capable de parler leur langage. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a des lampes de mineurs. Qu'on retrouve des lampes de mineurs dans le bureau ici, juste au-dessus de nous, de la rue de Solferino, ou dans le salon bibliothèque de la Boisserie. C'est des témoignages extrêmement forts qui montrent l'attachement que De Gaulle a eu pour les classes ouvrières et ce lien fort qui existait entre ces classes ouvrières et lui. Et ça s'est retrouvé au plan politique, parce qu'incontestablement, le gaullisme, dans le Nord, est aussi un gaullisme qui a mangé sur l'électorat de gauche. Pas tout l'électorat de gauche, bien sûr. Les partis de gauche sont restés très forts, mais il y a une partie significative de l'électorat traditionnel de gauche qui a soutenu De Gaulle jusqu'au bout, jusqu'en 69. Mais en 69, néanmoins, le Nord est à l'unisson de la France et vote non. Une courte majorité, mais vote non. C'est vrai. Hélas, c'est la première fois que le Nord vote. Alors, le département du Nord, d'ailleurs, un peu moins que les autres départements de la région, mais malgré tout, le Nord vote à peu près comme le reste du pays. Je ne sais pas si le général a prêté une attention particulière au vote dans les départements du Nord par rapport aux autres. Pour autant, dans les élections qui ont suivi, en tout cas pendant quelques années, je dirais le socle gaulliste est resté
relativement important, au moins pour l'élection de 69, pour l'élection de Georges Pompidou, et encore un petit peu pour les élections de 71. Bon, après, assez vite, ça va s'estomper, mais parce que ce lien politique, il était très lié à la personnalité du général de Gaulle. Mais c'est vrai que la région, jusqu'au bout, en tout cas jusqu'en 69, a témoigné de ce grand attachement. Et ensuite, ça s'est vérifié, je dirais, sur l'aspect mémoriel, au travers de l'attachement très fort, et là, tout parti confondu, qu'on retrouve quand il s'est agi de faire des actions ou des œuvres pour perpétuer la mémoire du général de Gaulle. On le voit quand il s'est agi de préserver la maison natale du général de Gaulle. On va en parler après. On va en parler ensuite. Et alors, peut-être une dernière chose sur les voyages eux-mêmes. Alors là, ça ne concerne pas seulement le Nord, ça concerne la France tout entière et un modèle de civilisation qui a un petit peu disparu. C'est l'extrême proximité, mais alors physique, entre De Gaulle et la foule. Oui. Or, à l'époque, c'était l'OS. Il y a eu plusieurs attentats. On ne peut pas dire que la situation était moins tendue qu'aujourd'hui. Mais il n'y avait pas du tout ces cordons de sécurité. Je ne parle pas du Covid. Ces cordons de sécurité pour protéger même le moindre ministre. De Gaulle est au contact direct avec la population. Il a son gorille ou deux gorilles ou trois gorilles et puis ça ne va pas plus loin. La voiture est découverte, etc. Il va au devant des gens et il y a des rencontres absolument désopilantes par moments. Et puis même des choses un peu étranges comme cette miraculée, dont on ne sait pas si elle avait vraiment été miraculée, qu'il rencontre. Alors ça se passe ça se passe à Abbeville. À Abbeville. C'est le voyage de 64. Racontez ça parce que ça c'est extraordinaire. Alors, donc, De Gaulle fait un discours, il monte sur un petit podium devant l'hôtel de ville, il y a Max Lejeune qui ne le lâche pas d'une semelle. Alors, Max Lejeune qui a été son ministre en 58, ministre du Sahara, mais Max Lejeune était quand même plutôt pour l'Algérie française et donc ils iront ensuite iront d'ailleurs avec son propre parti et avec le général de Gaulle. Et en descendant du podium, de Gaulle d'ailleurs qui a rappelé les liens forts qu'il a avec Abbeville, et il rappelle l'épisode évidemment de fin mai 40, de la bataille d'Abbeville, s'approche de lui une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Fernande Fournier et qui lui dit « Voilà, mon général, je voulais vous remercier car vous m'avez sauvé la vie ». Alors De Gaulle ne comprend pas très bien, et alors elle lui explique qu'elle était une enfant, elle avait 18 mois, en fin mai 40, elle était sur les routes de l'Exode avec sa maman, et il y a un bombardement, comme il y a eu beaucoup malheureusement d'avions allemands qui bombardent les civils qui étaient sur les routes, et cet enfant, ce bébé, avec sa maman, se retrouve sur le bas-côté, d'ailleurs un peu blessé. Et à ce moment-là, une voiture s'arrête, un homme en uniforme très grand descend de la voiture, se penche vers elle et demande à ce chauffeur de les faire monter dans la voiture et de les emmener à l'hôpital le plus proche. Et c'est donc cette jeune femme, 25 ans plus tard, qui raconte cette histoire au général de Gaulle. Alors, curieusement d'ailleurs, le général de Gaulle dit ne pas se souvenir de cet épisode, ce qui est possible parce que, vu les événements absolument incroyables qu'il vivait dans ces jours-là, il est possible qu'il ait oublié cet épisode, mais on est un peu surpris quand même, parce que De Gaulle était connu pour avoir une mémoire d'éléphant. Mais en tout cas, c'est un épisode d'ailleurs qui sera très largement repris par la presse. On parlera effectivement de la miraculée de la Somme. Voilà. Et c'est un événement extrêmement touchant, très simple, et qui, en tout cas, illustre ce que vous dites, c'est que les gens s'approchent directement du général de Gaulle quand il descend du podium. Il y a bien sûr les gorilles, on les connaît, hein, qui sont là, qui surveillent, qui sont très très vigilants, mais les gens s'approchent beaucoup plus spontanément de la personnalité que de nos jours. Et puis, peut-être que le climat est plus consensuel aussi. Le même voyage de 64, la veille, la veille d'Abbeville, il y a une étape à Saint-Quentin. Et là, il y a une manifestation d'ouvriers parce qu'il y a une usine Bull qui doit fermer. Et finalement, elle ne fermera pas tout de suite. Et évidemment, les ouvriers ne sont pas contents. Les renseignements généraux, le préfet, tout le monde est affolé, pense que l'étape de Saint-Quentin va très très mal se passer. Et finalement, ça se passe très bien parce que il y a une délégation évidemment qui est reçue, comme toujours dans ces cas-là. Le général de Gaulle fait des annonces et puis les syndicalistes acceptent malgré tout de faire la manifestation, mais suffisamment à l'écart pour que ça ne perturbe pas le cortège présidentiel. Bon, c'est peut-être des choses qu'on imagine moins bien aujourd'hui. Donc il y a évidemment une forme de respect très très grand vis-à-vis de la personnalité du général de Gaulle. Alors vous avez parlé du patrimoine gaullien dans le Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est fait à Lille dans la maison qui a été rénovée pour une première fois, et puis là, qui vient d'être rénové une deuxième fois? Alors, la maison natale, d'abord, il faut savoir que le général de Gaulle a toujours dit qu'il était très attaché, même si, curieusement, il n'y est jamais retourné. Il est allé plusieurs fois à Lille
notamment après la guerre, et puis en tant que président de la République. Et par exemple, lorsqu'il est allé en 59 et en 66 à Lille, il s'est rendu à l'église Saint-André, d'ailleurs l'église de son baptême, il a entendu la messe dans l'église Saint-André, mais il ne s'est pas rendu dans cette maison qui, d'ailleurs, entre-temps, n'était plus dans la famille, il est vrai. Mais il a dit à plusieurs proches que cette maison natale était vraiment un lieu auquel il restait extrêmement attaché. Et même à la fin de sa vie, il a confessé que c'est un lieu, finalement, parmi les lieux auxquels il était véritablement attaché, il y avait la maison natale. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'au milieu des années 60, lorsque des proches, notamment Focard et Hildebrand, sont venus lui parler de l'avenir de cette maison natale, qui était en partie en vente au milieu des années 60, comme l'hôtel particulier de la rue Solferino à Paris, le général de Gaulle a totalement appuyé l'idée de racheter cette maison pour éviter qu'elle ne tombe dans des mains qui utiliseraient la maison à des fins qu'ils ne jugeaient pas convenables. Et c'est donc dans ce cadre que la société civile immobilière, constituée, donc, comme je disais, par plusieurs proches du général de Gaulle, dont Focard, Hildebrand et d'autres, vont acquérir à la milieu des années 60 la maison natale de Lille. Alors, il va y avoir d'abord une première série de travaux, ça va prendre beaucoup de temps, mais dans les années 70, parce que la maison avait été considérablement transformée par ses occupants successifs. Et il y a une première ouverture au public qui est faite en 83. Et puis, il y a à nouveau une campagne de travaux qui est faite au milieu des années 90, puis au début des années 2000. Et on a aujourd'hui donc un ensemble muséal qui est toujours la propriété de la Fondation Charles de Gaulle, puisque ça a été l'Institut, puis maintenant la Fondation qui est propriétaire de la maison natale, qui est gérée en partenariat, par le département du Nord, et donc la Fondation et le département sont liés par un partenariat depuis 5 ans, et c'est un lieu auquel les gens du Nord sont extrêmement attachés. Il y a maintenant pratiquement 20 000 visiteurs, ce qui est assez notable pour une maison qui a des dimensions relativement modestes. On n'est pas dans un très très grand musée, on a voulu recréer, et je sais que la campagne de travaux en cours qui doit se terminer en novembre va continuer d'aller dans ce sens. On a vraiment voulu recréer l'atmosphère d'une maison de la bourgeoisie de la fin du 19e siècle. Il y a encore des meubles qui ont appartenu alors, à la famille. En tout cas, il y a des meubles qu'on a. Je sais qu'il y a le berceau. Oui, alors il y a quelques meubles effectivement authentiques. Il y a le berceau. Il y a son épée de Saint-Cyrien, mais qui évidemment n'était pas là au moment de sa naissance. Mais l'essentiel des meubles qui ont été acquis par la Fondation ne sont pas des meubles qui appartenaient à la famille, mais on les a achetés d'après des souvenirs de la famille, notamment les souvenirs de la sœur du général de Gaulle, Madame Marie-Agnès Caillot de Gaulle, et on a reconstitué, les principales pièces de la maison à partir de ces souvenirs. Je sais que dans les travaux en cours qui sont conduits par le département, il y a l'idée, alors je sais qu'on retrouve par exemple des papiers peints de la fin du 19e, c'est tout à fait intéressant, et puis il y a cette idée de recréer une cuisine, ce qu'on n'avait pas fait dans les campagnes de travaux précédents, parce que les gens sont attachés au lieu, bien sûr, historique, mais ils sont attachés aussi à redécouvrir, je dirais, l'ambiance, l'intérieur d'une maison bourgeoise de la fin du 19e siècle. Beaucoup de ces maisons, évidemment, ont été transformées depuis en appartements, etc. Donc, c'est plus des exemples si fréquents que cela. Alors, les gens du Nord sont très attachés à ça. Les collectivités locales sont très attachées, quelle que soit leur couleur politique. Lorsqu'il y a des expositions, il y a évidemment un public de visiteurs et de fidèles. Les jeunes scolaires aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les scolaires. Et je crois que c'est très important que ce lieu de mémoire gaullien soit aussi complètement, je dirais, immergé dans le monde culturel et des lieux culturels du Nord. Ah, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et qui est important. On a parlé de Madame de Gaulle et il faut également parler du beau-frère du général, Jacques Vendroux, qui était un personnage très important, un homme politique. Oui. Alors Jacques Vendroux, effectivement, donc le frère d'Yvonne Vendroux de Gaulle, c'est d'abord un industriel, c'est le descendant d'une famille qui était implantée à Calais depuis le XVIIIe siècle, à vrai dire, et il va s'engager en politique un peu à l'instigation de son beau-frère, à vrai dire, parce que Jacques Vendroux, en 40, est commandant adjoint, donc on est là dans la campagne de France au début de la guerre, il est commandant adjoint de la place de Calais, et puis il joue un rôle important dans la résistance. D'ailleurs, il va être obligé de s'échapper à la fin de la guerre et de se réfugier à Toulouse. Et très vite, De Gaulle le fait revenir à Calais en lui disant de devenir le maire provisoire de Calais. Il devient ensuite maire aux élections d'octobre 45.
Et De Gaulle vient en visite et il se rend compte que son beau-frère est très populaire. Et il glisse à son beau-frère, mais vous avez l'air très populaire ici, il faudrait vous présenter aux élections. Et Jacques Vendroux se présente aux élections législatives cette fois-ci de 1945. Il est élu député. Et il va rester député pendant une bonne partie de la 4e République, évidemment en soutenant le RPF, en contribuant à l'implantation très forte du parti gaulliste, du mouvement gaulliste dans le Pas-de-Calais et en particulier dans toute la zone littorale, la région de Calais, Boulogne, Saint-Omer, etc. Il ne pourra pas être réélu en 56 parce que les élections de 56 ne sont pas très favorables aux gaullistes, mais très vite, en 58, il va à nouveau jouer un rôle très important en réactivant ce réseau gaulliste qu'il a contribué à créer et en redevenant député, puis ensuite maire de Calais en septembre 59. Alors Jacques Vendroux, c'est un confident pour Charles de Gaulle. C'est vraiment un homme qui l'écoute beaucoup. Ça lui permet, les entretiens avec son beau-frère lui permettent de sentir un petit peu la réaction des gens par rapport à sa politique. Et il va beaucoup écouter Vendroux, qui va par ailleurs être d'une fidélité au général de Gaulle absolument extraordinaire, puisque tout à fait à la fin, enfin lorsque de Gaulle quitte le pouvoir en 69, après le référendum, Jacques Vendroux va en être profondément meurtri. Il va faire partie des tout premiers visiteurs de la Boisserie dès le 28 avril. D'ailleurs, le général il confiera très peu de gens, mais il lui confiera qu'il va aller faire son voyage en Irlande. Et d'ailleurs, assez vite, Jacques Vendroux va glisser même dans une opposition à Pompidou. Bon, c'est la fin de sa carrière, et d'ailleurs, il va pas se représenter à la municipalité, à l'élection municipale de Calais en 71, ni à la législative de 73, mais il va être vraiment le représentant d'une pensée gaulliste tout à fait orthodoxe. Alors, nous allons avoir, je pense, des questions. Est-ce qu'avant cela, j'aurais oublié quelque chose ou vous souhaiteriez dire quelque chose que nous n'aurions pas dit? Non, écoutez, je voulais dire aussi une chose, c'est que j'ai eu le très grand privilège d'avoir une préface de l'amiral Philippe de Gaulle lui-même. Il se trouve que je lui avais écrit donc au moment où j'écrivais ce livre, j'avais expliqué l'objet de mon travail. Bien sûr, l'amiral ne peut pas accorder des préfaces, j'imagine, à toutes les personnes qui lui en demandent une, mais je crois que le sujet l'a beaucoup intéressé et il a eu la gentillesse de m'écrire ensuite quand le livre est paru, parce que je crois que ça montre que cet ancrage dans le Nord, même s'agissant encore une fois d'une famille, en tout cas côté de Gaulle, qui est une famille parisienne, mais cet ancrage a certainement constitué quelque chose d'important et permet de comprendre aussi quelque chose de la personnalité du général. Finalement, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est aussi de montrer une dimension un petit peu incarnée du général de Gaulle. Évidemment, c'est un personnage qui continue de nous impressionner tous, qui a beaucoup impressionné de son vivant et qui continue d'énormément nous impressionner. Mais il y a aussi une dimension incarnée chez de Gaulle qui sert à comprendre le personnage historique qu'il devient. Et dans cette dimension incarnée, il y a beaucoup d'éléments, naturellement, mais cet ancrage nordiste est incontestablement quelque chose qu'il faut avoir en tête si on veut comprendre l'homme qu'il a été et ensuite l'homme d'État, naturellement, qu'il sera. Voilà, et maintenant, je suis à la disposition de nos auditeurs et spectateurs pour des questions. Les auditeurs. Alors, peut-être une question de Jacques Godefroy, qui est ici, ancien président de la Fondation l'année dernière. Merci. Oui, dans tout ce long tableau des liens entre De Gaulle et le Nord pour la Renaissance, il y avait un lien populaire très profond, ça a été dit, et quand même eu à un moment donné une sorte de rupture. C'est la grève des mineurs. Oui, tout à fait. On ne va pas l'oublier. Le général était de ce pays en grande profondeur. Et d'ailleurs, il y a toujours nommé à la tête des charbonnages de France des gens sûrs, on va dire. Je pense à Matteoli. C'était pas par hasard. Même pour les lignes du sud de la France, aussi bien à l'est que la région de Carmaux, il avait mis quelqu'un de sûr qui avait fait la résistance. C'est dire l'attention qu'il avait pour ces populations et la courbe de popularité du général, à un moment donné, on voit la cassure au niveau national. Même. Oui. Alors, effectivement, la grève de 63, puisque vous parlez de la grève des mineurs de l'hiver 63,
est un événement qui, je pense, marque beaucoup de Gaulle. D'ailleurs, il y consacre plusieurs pages dans les Mémoires d'Espoir. Et ça montre qu'il a été particulièrement affecté par cet événement. On dit qu'il n'a pas été toujours très satisfait de la façon dont cette crise avait été gérée au plan gouvernemental. Et il a connu, c'est vrai, temporairement, parce qu'ensuite les sondages ont remonté, mais il a connu temporairement une baisse de popularité dans l'opinion française suite à ce mouvement qui était un mouvement très populaire en définitive dans la population française, alors qui a concerné les mineurs du Nord, mais pas seulement, l'Est, le Sud, etc. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du voyage de 66, s'il entreprend ce voyage, c'est aussi parce qu'il a conscience que cette question économique et sociale a des implications politiques. Et la perte dans les sondages dont on parlait tout à l'heure a aussi une réalité dans la perte de suffrage, cette fois-ci aux élections, notamment dans le bassin minier. Puisque si aux élections présidentielles de 65, De Gaulle a la majorité dans le Nord et le Pas-de-Calais, il est plus en difficulté dans les arrondissements miniers, Douai, Valenciennes, Lens, etc. Et donc, il a conscience que là, il y a une transformation à opérer. Il prend les devants de façon assez courageuse, parce qu'il explique aussi qu'il va falloir se préparer à la fermeture des mines et qu'il faut donc entreprendre un grand mouvement de reconversion au plan industriel en implantant de nouvelles industries et de reconversion également au point de vue de la formation des mineurs. Et dans le voyage de 66, il fait un voyage notamment très important à Bully où il va visiter ce qu'on appelait l'usine d'eau lourde, qui est une usine qui est créée sur un site minier à Mazingarbe. Il le fait en compagnie, vous parliez des gaullistes sûrs qui nomment à la tête des charbonnages, mais en l'occurrence, là, il le fait en compagnie d'Yves Moranda, qui est président des charbonnages, qui d'ailleurs deviendra son secrétaire d'État en 68, parce qu'il veut montrer que l'État met le paquet, si je puis dire, pour aider à la reconversion très difficile et très douloureuse, parce que c'est des dizaines de milliers de mineurs qui travaillent, plus les familles, etc. Et il montre qu'il veut vraiment que l'État mette le paquet pour entreprendre cette transition qui va être longue, qui va d'ailleurs se poursuivre après le départ du général de Gaulle, mais qui a des traductions très concrètes, parce que les implantations d'usines, d'un certain nombre d'usines, on pense à l'imprimerie nationale à Douai, on pense à la Française des mécaniques, également à côté de Douai, etc. Tout ça, ce sont des décisions prises à la grande époque de l'aménagement du territoire, la DATAR, et qui sont explicitement faites pour, je dirais, apporter des activités de substitution à la production de houille qui, inexorablement, va fermer. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant, entre le voyage de 59, où de façon très symbolique, il descend au fond de la mine et où il a des propos, parce qu'on est vraiment au summum de la production minière en 59, et on est encore un petit peu sur finalement la reconstruction, l'effort énorme des mineurs pour la reconstruction de la France. Et puis en 66, le contexte a complètement changé parce qu'on sait que le charbon n'est plus rentable et qu'il va falloir fermer des mines, que c'est maintenant l'avenir, c'est plutôt au pétrole, etc. Mais là, il décide vraiment, son gouvernement, il fait venir la moitié du gouvernement à Lille pour bien montrer qu'il y a une mobilisation générale de l'État. Et d'ailleurs, dans la foulée du voyage de 66, quelques semaines plus tard, j'ai retrouvé ça, malheureusement, je n'ai pas pu tout citer dans mon livre et je ne le cite pas dans le livre, mais on retrouve dans l'aide notes et carnets une instruction très ferme et très claire de Gaulle à Pompidou, son Premier ministre, où il dit maintenant il faut faire un comité interministériel parce qu'il faut traduire dans les faits tout ce que j'ai annoncé à Lille pour la reconversion des mines. Oui, là, nous sommes vraiment dans le contexte de l'État stratège. Complètement. Complètement. Alors, il y a plusieurs questions et plusieurs témoignages. Une question tout à fait pratique. Y aura-t-il une foire du livre ou un salon du livre auquel vous serez prochainement présent? Alors oui, mais hélas, jusqu'à présent, j'avais été invité, comme Éric d'ailleurs, à un salon qui devait avoir lieu ce week-end à Lille, qui s'appelait De Gaulle se livre. Donc il y avait de nombreux auteurs qui ont sorti un livre sur De Gaulle. Malheureusement, les organisateurs du salon ont décidé de repousser ce salon qui pourrait avoir lieu en janvier. J'étais invité également, alors là j'étais particulièrement sensible, à un salon du livre à Saint-Omer qui devait également avoir lieu ce week-end. Donc j'aurais fait Lille et Saint-Omer ce week-end et malheureusement les organisateurs là aussi ont été contraints de reporter ce salon. Et je suis invité à Maubeuge le 21 novembre, donc la veille du 22,
le 21 novembre dans l'après-midi par la mairie de Maubeuge, qui a déjà réservé une salle, etc. Bon, pour l'instant, cette rencontre est toujours prévue, mais bon, on attend les consignes. Alors, je pense qu'il y aura d'autres salons. Je sais qu'il y a d'autres salons. Je devais faire une conférence au Furet du Nord, mais pour l'instant, ça n'a pas pu avoir lieu à cause du confinement. Voilà, donc j'en suis vraiment désolé. J'espère qu'on pourra malgré tout organiser ces salons et ces rencontres directement avec les lecteurs, parce que je reçois assez régulièrement des messages de gens qui ont eu la gentillesse d'acheter le livre et de me dire qu'ils en pensent du bien. Mais c'est vrai que si on peut se rencontrer et en parler, ce serait encore mieux. Alors, il y a une question plus générale qui ne porte pas sur le Nord, mais qui porte sur sa famille. On vous demande comment le général de Gaulle a-t-il vécu le décès de sa mère le 16 juillet 1940. Il a mal vécu, certes. De quoi est-elle morte? Alors, Madame de Gaulle, Jeanne de Gaulle, je crois qu'elle avait un cancer, si je me souviens bien. Je crois aussi. Voilà, et donc elle est morte en fait en Bretagne. Elle s'était réfugiée chez une de ses filles qui d'ailleurs, si vous avez vu le film qui est sorti au cinéma, malheureusement juste avant le confinement, on voit un épisode où d'ailleurs Yvonne de Gaulle elle-même se réfugie chez sa belle-sœur en Bretagne. Et donc la maman du général de Gaulle est morte le 16 juillet, donc le général était déjà évidemment avait déjà franchi la Manche. Ça a certainement été quelque chose d'extrêmement douloureux. Les liens familiaux sont extrêmement forts dans cette famille. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Grand respect pour les parents, le père, la mère. Sens de la famille extrêmement développé de Charles de Gaulle, et on le voit dans Lettres, notes et carnets, reste en contact épistolaire toute sa vie avec le moindre membre de sa famille, à l'occasion des voyages privés naturellement, mais même des voyages officiels, il consacre toujours un petit moment pour rencontrer sa famille. Donc c'est vraiment, il y a un sens de la famille très développé dans cette famille, c'est très frappant, et un grand respect pour les parents incontestablement. De Gaulle ne parle jamais de lui ni de sa famille dans ses mémoires, mais il y a un passage de 2 lignes absolument sublimes, 2 lignes, même pas une ligne et demie dans les mémoires de guerre, quand il s'envole pour Londres le 17 juin et son avion survole la forêt de Paimpont où sa mère est en train de s'éteindre. Exactement. Il dit, je voyais la maison où ma mère était en train de s'éteindre. Donc il en parle très peu, mais c'est un très beau passage. Oui, il y a derrière ce personnage considérable, il y a aussi évidemment une sensibilité qui est forte, que je trouve est bien retranscrite dans ce film dont je parlais tout à l'heure, de Gabriel Le Bonin. Et on retrouve aussi ça dans les lettres, en tout cas celles qui sont dans Lettres, notes et carnets. Il y a des choses très, très touchantes. On a eu, il y a quelques années, on a eu aussi des connaissances de lettres que le général échangeait avec son neveu François de Gaulle, donc le père Blanc. Il y a des passages très, très émouvants. Donc, vous savez, ce prêtre qui d'ailleurs est mort au début de cette année du Covid, il avait 98 ou 99 ans, et qui a perdu son propre père, qui était Jacques de Gaulle, très, très jeune, puisque Jacques de Gaulle a été atteint d'une paralysie, d'une maladie dégénérative incurable, et donc, très vite, je ne dirais pas qu'il avait un père de substitution en Charles de Gaulle, mais enfin, il se confiait énormément au général de Gaulle, y compris quand il était missionnaire en Afrique. Et il y a des liens très, très forts qu'on retrouve dans ces lettres. Et vraiment, il y a un sens de la famille extrêmement développé. Alors, une anecdote, cette fois, qui n'a pas trait au général, mais qui a trait à Max Lejeune, dont vous parliez tout à l'heure. C'est un témoignage de Pascal Vaillant, qui nous dit à propos d'Abbeville: j'étais en 1989 candidat au municipal pour l'Union de la gauche, et c'est moi qui ai mis un terme à la carrière de Max Lejeune. Oui, Max Lejeune qui a commencé sa carrière sous la Troisième République. Je crois qu'il a été député pour la première fois en 32 ou en 36. Il a dû devenir maire d'Abbeville après la guerre. Mais il a eu une carrière parlementaire, en tout cas, d'une incroyable longévité. Il était aussi président du Conseil général de la Somme. Donc, c'était vraiment un personnage considérable. Et dans le gouvernement de 58, il y avait 3 socialistes très importants qui apportait quelque part de la caution socialiste au gouvernement du général de Gaulle. Là, je parle du gouvernement de juin 58 à janvier 59. Il y avait donc Guy Mollet, on en parlait tout à l'heure. Il y avait Max Lejeune, qui lui aussi d'ailleurs a été réélu sans que l'UNR mette un candidat en face de lui. Et puis il y avait Eugène Thomas, qui était élu d'Avesnes-sur-Helpe, qui était ministre des PTT. Il a été d'ailleurs ministre des PTT dans un nombre incroyable de gouvernements sous la 4e, et puis encore une fois sous De Gaulle. Alors malheureusement, je crois que Eugène Thomas a été battu par un candidat gaulliste qui s'est maintenu. Et donc des 3, Eugène Thomas finalement a été battu par le gaullisme politique de 58. Mais ça n'a pas empêché Eugène Thomas d'accueillir de façon tout à fait républicaine et cordiale De Gaulle quand il est venu à Maubeuge en septembre 59. Alors 2 questions, une très technique et une de fond.
La question très technique, quelle différence entre la Fondation et l'Institut Charles de Gaulle? Alors, une question de chronologie, en fait. Oui, voilà, il y en a pas vraiment. En fait, l'Institut Charles de Gaulle a été créé donc en 71, quelques mois après la mort du général de Gaulle, créé d'ailleurs sur un accord donné par le général de Gaulle lui-même. Donc l'Institut Charles de Gaulle était une association reconnue d'utilité publique qui donc avait pour vocation d'entretenir la mémoire du général de Gaulle, de gérer ses archives, de les mettre à disposition de chercheurs, etc., etc. Et puis en 1992, à la suite d'un grand colloque, du grand colloque de 90 qui avait été organisé par l'Institut à l'occasion du centenaire de Gaulle, l'État, en la personne d'ailleurs de Michel Rocard, qui était Premier ministre, l'État a décidé de créer une fondation soutenue par l'État. Et donc il y a eu pendant quelque temps l'Institut, qui était un petit peu la structure des gaullistes et gérée par les fidèles du général de Gaulle, et puis une fondation qui est une fondation d'utilité publique soutenue par l'État, et la fondation a absorbé en fait l'Institut complètement au début des années 2000. Et alors, la question de fond, quelle différence entre gaulliste et gaullien? Tout le monde a été et ou sera gaulliste, comme a dit le général de Gaulle. Moi, Jacques Godefroy, qui est dans cette pièce, pourrait en témoigner. Il se trouve qu'à la Fondation, on reçoit beaucoup de personnalités. Et on a reçu François Hollande en avril 2017, c'est-à-dire quelques semaines, même quelques jours avant la fin de son mandat. Bon, je ne crois pas dire quelque chose de particulièrement inconvenant en disant que François Hollande n'est pas connu pour être un personnage gaulliste, en tout cas politiquement. Mais lorsque donc le président de la République, qui était président, est venu, c'était dans cette pièce d'ailleurs, il a dit, lorsqu'on est président de la République, la force des institutions est telle qu'on est forcément un président gaullien. Et il faisait référence en particulier à un épisode qu'il avait évidemment beaucoup marqué, qui était l'engagement, en quelques heures des forces françaises au Mali, au début de l'année 2013. Et il nous a avoué que dans ces circonstances-là, tout à fait particulières, et où on voit la force des institutions telles que De Gaulle les a voulues, parce qu'aucun autre État en Europe n'est capable de donner au chef de l'État cette capacité de décider en quelques heures de l'engagement de force lorsque l'intérêt l'exige. Eh bien, François Hollande nous a avoué qu'il avait eu une réaction où il avait pris conscience de l'extraordinaire force gaullienne des institutions et de la fonction présidentielle. C'est si vrai, j'ajoute, que c'est si vrai qu'en 1962, au moment du mur de Berlin, ni Kennedy ni Macmillan n'ont réagi à temps, alors que le général de Gaulle était prêt à agir immédiatement pour empêcher l'édification du mur. Ah oui. Et il leur a téléphoné, l'un était injoignable et l'autre devait prendre conseil. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on parle d'histoire, mais il faut aussi parler du temps où nous sommes. Et évidemment, il y a toujours des gens qui disent que les institutions de la Ve République devraient être adaptées sur tel ou tel point, etc. Mais je crois que dans le monde de grande incertitude qui est le nôtre, le fait que le président de la République, de façon démocratique, par ailleurs, parce qu'il est élu par les Français, le fait que le président de la République ait cette capacité de décider lorsqu'un intérêt national important est en jeu, je crois que c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans aucune démocratie en Europe aujourd'hui. Et on l'a bien vu d'ailleurs. On connaît le processus de décision en Allemagne, mais même aujourd'hui en Grande-Bretagne, les choses ont changé. Il se trouve que le président de la République aujourd'hui a cette capacité. Je crois que c'est important. La Fondation Charles de Gaulle avait fait un séminaire il y a 3 ans pour expliquer ça, et beaucoup de gens étaient intervenus, pas forcément tous des gens très gaullistes, mais ils avaient insisté sur le fait que c'est un acquis voulu par De Gaulle, cette organisation de la défense, qui reste vraiment conçue par le général de Gaulle. Il y a non seulement la Constitution de 58, mais il y a même l'ordonnance organisant la défense nationale de 1959. Tout ça avait été conçu par De Gaulle, et quelque part, c'était déjà le De Gaulle, chef de bataillon au SGDN dans les années 30, qui avait déjà imaginé tout ça, qui avait déjà réfléchi, donc ça vient de loin. Et je crois que c'est une organisation qui a quand même une grande importance pour un pays comme la France, lorsque des intérêts immédiats sont en cause. Jacques Godefroy veut intervenir, oui. Vient de l'expérience de Gaulle de la fin de la Troisième. Voilà. Il a vu
l'interruption des pouvoirs publics, en tout cas leur incapacité. Mais l'article 16 illustre parfaitement l'idée qu'il se faisait du rôle du président de la République. En cas d'interruption, ça, c'est le départ du gouvernement à Tours et à Bordeaux. Voilà, il explique bien dans ses mémoires de guerre. Il fait un très beau portrait, d'ailleurs extrêmement élogieux, de Paul Reynaud, parce qu'il sait aussi ce qu'il doit à Paul Reynaud, mais il explique que cette intelligence brillante, c'est pas tout à fait les termes qu'il utilise, mais cette intelligence brillante, finalement, n'avait prise sur rien, parce que c'était l'État, en réalité, qui était en train de se dissoudre face aux événements. Et c'est évidemment quelque chose qui l'a profondément marqué et qui l'a très certainement inspiré ensuite quand il s'est agi de rédiger la Constitution de 58. Je crois que le sénateur Legendre avait une remarque à faire sur le livre et sur le Nord en particulier. Oh, c'est un livre passionnant, extrêmement riche. Je retrouve beaucoup de choses que j'ai vécues à cette époque en étant très jeune militant. J'aurais, comme Jacques Godefroy, souligné quand même le drame humain qu'a été l'affaire des mineurs. Je crois que il s'est passé une espèce d'incompréhension, de cassure. Moi, j'étais jeune militant gaulliste, mais je suis allé quêter pour les mineurs et je crois que on était dans l'incompréhension. Mais je pense surtout à nos militants mineurs, parce qu'il y a eu beaucoup de gaullistes chez les mineurs. Le syndicat CFTC des mineurs du Nord, qui était très important, en particulier dans le secteur de Valenciennes, était animé par un syndicaliste qui était en même temps le responsable de circonscription UNR du secteur. Ça montre bien, si vous voulez, les liens. Vous avez évoqué aussi Jean Mattéoli, Yvon Moranda, tout ce milieu des dirigeants, mais au niveau de la population, je pense aussi à un ami qui vit encore et qui était un militant mineur du Pas-de-Calais. Ils ont été, si vous voulez, très marqués. Alors ça, c'est estompé ensuite, et il y a eu cette action qui a été engagée par le pouvoir public pour préparer la reconversion. Vous avez raison de le rappeler. Il faut se souvenir qu'en mai 68, le Premier ministre Pompidou est à Lille pour annoncer un certain nombre de mesures justement pour préparer la reconversion et confirmer ce qui avait été annoncé par le général de Gaulle. Et il y a eu effectivement choc à ce moment-là. Ça n'explique pas le vote de 69, si vous voulez. Donc, il faut oublier que la ville de Lille, vous le rappelez dans votre livre, d'ailleurs, elle a encore donné une majorité au Oui, Lille est restée fidèle jusqu'au bout au général. Jusqu'au bout. Moi, j'ai connu une époque en 62, quand je me suis engagé dans le mouvement gaulliste tout jeune, les 4 députés de Lille étaient des députés UNR. Il y avait vraiment c'était moins vrai dans la partie rurale ou la partie éloignée du département. Mais il y avait vraiment un ancrage gaulliste populaire extrêmement important dans cette région. Un petit point peut-être aussi sur les personnalités. Vous avez rappelé à juste titre l'amitié du général de Gaulle et de Jules Houck, mais il y a un autre passage très important qui était très proche du général de Gaulle aussi et qui a maintenu la Fédération gaulliste du Nord dans le soutien au général de Gaulle à un moment où elle était très tourmentée à cause de la guerre d'Algérie. C'est le professeur Mine, grand professeur de médecine, qui était très proche du général de Gaulle, qui a fait en sorte que les structures gaullistes dans le Nord ne suivent pas le député d'Elbec, qui avait été un des artisans du 13 mai, mais qui était député du Nord, et qui, avec 2 autres députés UNR du département du Nord, était passé à l'Algérie française et avait animé ensuite des réseaux qu'on a retrouvés très proches de l'Ouest. Oui. Alors le professeur Mine, effectivement, était un personnage très important. D'ailleurs, j'ai fait un encadré à son sujet dans le livre. Il fait partie des 3 ou 4 personnes qui comptent dans la naissance du RPF dans le Nord dès 1947. Il va jouer un rôle aussi aux élections municipales, puisque bien que tête de liste, il va céder sa place donc à René Guéfi. Puis après la démission de René Guéfi de la mairie de Lille en 54, il va brièvement quelque temps être lui-même maire de Lille.
Et puis ensuite, il va avoir un rôle politique moins important parce qu'il avait par ailleurs une activité de professeur de médecine, de chirurgien extrêmement importante. Mais c'est un personnage vraiment très important qui a beaucoup marqué les gens, aussi bien au plan politique qu'au plan médical et hospitalier dans la région. Oui, oui. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Écoutez, je vous remercie. À rappeler que votre livre est préfacé par l'amiral de Gaulle et qu'il paraît aux éditions de La Voix. La Voix édition. Donc, La Voix édition. Je tiens encore à remercier l'éditeur, La Voix du Nord, en particulier Yves Smag, qui m'a beaucoup aidé, puis toute son équipe, parce que je crois qu'on est arrivé effectivement à faire un livre qui, à la fois, je crois, est assez dense sur le fond, mais est un livre également assez agréable à lire, avec beaucoup d'illustrations. Voilà, j'espère qu'il plaira à un grand nombre de lecteurs. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez donc aller sur le site de La Voix Édition, et puis sinon, si vous êtes dans le Nord, à la Picardie, enfin les Hauts-de-France, chez votre marchand de journaux, et puis il devrait être en vente aussi en ligne sur des sites bien connus. Voilà, en tout cas, merci. C'était vraiment une très belle aventure pour moi de faire ce livre. Et je suis très heureux de pouvoir en parler ce soir et j'espère avoir l'occasion, le plus vite possible, de pouvoir en parler avec les lecteurs dans la région lorsque les salons pourront être organisés. Merci Marc. Merci, bonne soirée.